Bonjour à tous, nous voici de nouveau dans un nouvel épisode du Teardrop, donc le podcast de la fantasy TPDL, les 18 previews en 18 jours, de nouveau avec mon acolyte Clément, comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir Pierrot, ça va formidablement bien. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas mis le diapo, mais donc aujourd'hui vous l'avez deviné avec le logo, on va parler des pirates. Donc les pirates, est-ce que tu peux nous expliquer alors l'indice qu'on avait laissé On dit c'était Floodeur, parce que Simon, il a tendance à nous partager avec beaucoup d'enthousiasme et parfois avec assez peu de recul, des informations, des news qu'il voit passer à droite à gauche, qu'il prend, qu'il relance, voilà. C'est un peu le N'Golo Kanté de cette fantaisie. Il prend, il relance, il fait un box to box avec les news. C'est ça, je rajouterais même le petit lien Facebook, hein, où on voit rien, il faut qu'on aille sur Facebook, on sait pas de quoi ça parle, il faut cliquer dessus pour aller pour savoir de quoi il parle. Donc c'est Floodeur, on aurait pu dire autre chose, hein, mais le journaliste de la TPDL, c'est vrai qu'on sait que Wojnarowski va arrêter, bah, il a pris sa retraite. Est-ce que du coup on renommerait pas le canal Usebomb? Je pense que ça pourrait être un bel hommage. Et même phonétiquement, ça sonne bien. Usebo, je trouve que c'est Ouais, sympa, de quoi. ouf, hein, mais en vrai, moi j'y réfléchis, hein. Je sais pas, faudra peut-être lancer un petit vote. Est-ce que les gens préfèrent garder Washbomb on va dire, pour garder l'historique et un petit clin d'œil à Wash, ou est-ce qu'on part vraiment sur notre use chéri? Ok, donc on va parler aujourd'hui des pirates. Je propose de commencer. Donc, j'ai un peu chié les transitions, mais bon, ça a l'air d'aller. Donc, les résultats l'an passé, donc 18e, avec un bilan de 31 catégories gagnées, 121 perdues et une en match nul. En 2022, tu te souviens, enfin, pour la première saison, le résultat ou pas de Use? Ça devait Alors, c'est pas vrai être que non. comme on est passé sur Fantrax, moi je peux retrouver de l'an passé. Alors, pour Vince et les Yezebi, je me rappelais qu'ils avaient été en finale et qu'ils étaient fait premier de saison régulière, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais là, j'ai pas retrouvé, non. Ouais, ça devait pas être non plus dans le haut du tableau. Bah, du coup, au niveau des mouvements de Use, bah, il y a encore eu pas mal de trades. Bah, Il s'est séparé de. Vas-y, ouais, oui, dis-moi. bah c'est vrai que du coup, juste un petit historique avant même, je pense, le mercato d'intersaison, on peut rappeler un petit peu la stratégie qui avait déjà eu Hughes en 2022-2023, en fin d'année, où il était parti vraiment sur du tanking. Donc voilà, il avait trade beaucoup de joueurs de son équipe pour pouvoir récupérer des pics de draft. Et on s'attendait à une tanking la saison passée, ce qui explique la 18e place. Euh, Revirement de situation, donc bah, là cet été, on remarque que ben, Hughes veut de nouveau accélérer la reconstruction. C'est ça, il récupère des joueurs confirmés avec bah, Desmond Bain, Devin Booker. Booker, bah, ça, je pense que c'est un des plus gros trades de cette free agency, hein. Et ensuite, des joueurs un peu moins référencés avec Collins, qui a un peu de mal, mais qui reste quand même solide pour de la fantasy. Olynyk, Wiggins, ça sert. Tybalt, bah ok, mais c'est surtout au niveau des départs qu'il faut regarder, je pense, avec le départ de la Melo Ball. Ça, vraiment, on l'a pas vu venir parce que c'est certainement le joueur qui avait le plus de potentiel chez lui. Et surtout le départ de Ben Simmons, on sait que c'est un de ses joueurs préférés. Et du coup, Là, tu trolls ou pas? non, franchement, il kiffait vraiment Ben Simmons à l'époque quand il arrivait à jouer plus de 10 matchs par saison. Mais par contre, c'est un beau move de s'en être débarrassé. Pour le coup, ça, c'est bien. Mhm. Et il avait commencé, comme tu disais, un peu sa reconstruction en récupérant des jeunes l'an passé. Il avait déjà récupéré des jeunes Temeré dans un trade. Ça aussi, c'était un beau move. Kuminga, pareil, il y a du potentiel. Il avait bien drafté l'an passé quand même avec Podziemski, Whitmore. Bon, Walker, on attend de voir, mais il y a quand même du matos intéressant, quoi. C'est ça. Je Et pense, je pense et que voilà. même coup d'œil dans le rétro, on peut même aussi parler au-delà de l'intersaison. Peut-être aussi quelques mouvements qui ont été faits la saison passée. Donc il a récupéré Kuminga pendant la saison. Donc ça c'est pareil, c'est un jeune qui, ben, voilà, avec du potentiel qui a l'air de confirmer. Euh, Comme tu viens de le dire, quelques rookies
bien senti quand même. C'est vrai que Simon, l'an passé, il avait énormément suivi la draft. Et on voit que ces coups, en fait, ils ont tous payé, hein. Podziemski, saison très solide, franchement, il s'est imposé à Golden State. Trayce Jackson Davis, alors lui, personne ne l'avait vu venir, mais il a été, voilà, il a fait sa place aussi à Golden State. Il le Euh, prend à John-C, je crois, si je ouais, dis pas de bêtises. oui, oui, mais après, ça reste un rookie, c'est resté un Oui. rookie. Cam Whitmore, donc voilà, il avait trade son premier tour de la saison prochaine, il me semble, contre mon premier tour à moi qui était le 10e pick de la draft passée. Il avait pris Cam Whitmore et Cam Whitmore, bon, au final, c'est aussi un petit crack, hein, en vrai, il a beaucoup de potentiel. Jarrah Walker, c'est peut-être juste la déception, hein. Il l'avait pris assez haut, je crois en 6e pick. Il a vraiment pas joué et on se demande voilà, s'il va faire son trou à Indiana. Donc voilà, il était que rookie, hein, donc il va falloir lui laisser un peu de temps. Donc sur, euh, sur, euh, sur cette saison, je pense que les rookies, c'est vraiment une belle satisfaction pour Hughes. Une des rares, en tout cas. Oui, bah voilà, on savait qu'il allait pas jouer le classement, donc mine de rien, c'était quasiment le plus important, les rookies. Peu importe qu'ils soient 18e, 17e, 14e, c'est vrai que c'était une saison qui a été un peu compliquée, mais on a vu ces jeunes qui se sont bien développés. Et donc, moi, c'est ce que j'aime un petit peu quand je vois là son effectif, c'est c'est que bah voilà, il n'a pas trop de joueurs un peu entre deux aujourd'hui. Il s'en est séparé, donc les Kyle Lowry, les Monte Morris, Lamar Stevens, Malik Beasley, euh, c'est beaucoup de joueurs au final. Le plafond n'est pas forcément très haut euh, et voilà, ils apportent pas grand chose, tandis que bah là, on a beaucoup de jeunes où au final on ne sait pas où est-ce qu'est le plafond, donc peut-être que ça va perf. Et après, si on compare un petit peu les arrivées et les départs, bon, il est quand même clairement gagnant, hein. Les arrivées sont beaucoup plus Ouais, fortes que les départs. ouais, complètement, complètement. Comme tu l'as dit, la Melo Ball, ça fait mal. Euh, mais en même temps, il a Il joue récupéré pas tout le beaucoup temps. à côté. Il joue Il pas, récupère. ouais, c'est vrai. Ça fait 2 saisons qu'il joue pas beaucoup. Il a dû jouer 50 matchs en 2 saisons. Peut-être qu'il sera blessé toute sa vie, peut-être qu'il a sûrement une hygiène de vie déplorable, même on va dire voilà, son train de vie, hein, est déplorable, hein. Moi j'ai vu passer plein de vidéos où il crame des feux rouges, bref, peut-être que dans 2 ans il sera en prison avec Miles Bridges, son meilleur pote. En même temps, les Charlotte Hornets, ils ont un recrutement, une cellule de recrutement assez particulière, hein. Ils prennent que des gars à problème ou des gars, je vais pas dire des cassos, mais franchement, il n'y a pas de prix Nobel à Charlotte, hein. Ah bah écoute, là ça a changé, là ils ont pris notre petit Frenchie Tidjane Salah qui va crever l'écran. Donc maintenant je pense que là il y a un virage qui a été entamé par Charlotte. Mais c'est vrai que voilà, la Melo Ball qui part, ça fait mal. Mais après, à part ça, peut-être le deuxième départ voilà, que j'ai pas trop compris, c'est Jordan Hawkins. Un peu comme les autres qui restent. Voilà, c'est peut-être un joueur que j'aurais essayé de garder. Moi, je trouve il peut apporter quelque chose à la place d'un Xavier Tillman, par exemple. Mais à côté, donc même si la Melo part, on récupère Desmond Bay, Devin Booker, John Collins, Andrew Wiggins, c'est beaucoup de joueurs très solides. Donc quand tu regardes tout ce qui est arrivé et tout ce qui reste, Bah, franchement, c'est pas si dégueu. voilà, moi je vois aucun joueur inintéressant. Franchement, moi c'est beaucoup de joueurs que j'aimerais bien avoir dans mon équipe, soit pour des joueurs qui sont bons, soit pour des joueurs voilà, qui ont un potentiel à cacher, qui peut être exploité, quoi. Tout à fait. Une belle base de jeunes potentiels, comme tu disais, avec quelques joueurs confirmés, dont certains très bons. Mm. Donc l'âge de son équipe il est de 24,8 ans. Donc là, comment j'ai fait pour récupérer l'âge? Donc d'ailleurs c'est le même âge que les Yezubi, donc c'est deux équipes qui sont plutôt jeunes. Comment j'ai fait? Donc j'ai récupéré les âges qui sont dans Fantrax. Donc voilà, il y a pas de, et voilà, si quelqu'un son anniversaire le lendemain, il a 29 ans demain, c'est 28 dans Fantrax, ça sera 28. Donc c'est pas forcément ultra précis non plus, mais ça donne un ordre d'idée quand même. Ok. Euh, et en termes de voilà
on va dire, d'effectifs, on voit qu'il est juste un petit peu juste au niveau des meneurs. Il n'y a que 3 meneurs, de Ouais, tag beaucoup de meneur. Donc peut-être que ça peut être aussi un axe d'amélioration pour cette année, aller chercher un meneur. Euh, Ensuite, le cap aussi, son niveau du cap, on voit qu'il a bien dégraissé. Je crois, il avait déjà beaucoup de place dans le cap au final, donc justement, il s'est un peu rengraissé, on va dire. Mais il a encore pas mal de place, 46 millions. Tous ces joueurs, voilà, tous les joueurs ont été payés, donc il n'y a pas de joueur qui reste à payer avec ces 46 millions. Donc voilà, c'est pas mal. Il a encore la place pour faire des moves. Euh, je te propose de passer à la suite, Clem. Ouais. Mais là, on va passer maintenant aux enjeux de la saison et notamment un œil sur la draft. Par contre, c'est vrai, je trouve que c'est ça que moi j'ai pas forcément compris. Euh, c'est que là, en fait, il a vraiment plus de pic sur les 3 années à venir. D'ailleurs, il y a même eu un changement de règle dans la fantasy suite à ça, parce que c'est vrai que moi, voir aucun pic pendant 3 ans de suite, je trouve que voilà, c'est assez risqué quand même. Si jamais Simon décidait de quitter la fantasy par exemple, donc la personne qui reprendra l'équipe, elle pourrait se dire bah mince, je peux pas reconstruire. Après, bon, Simon c'est un mordu de fantasy, donc je pense qu'il n'y a pas trop de risques, mais voilà, c'est plus sur le principe. Mais on voit plus de pics jusque 2026, là où en fait il en a eu pas mal. Donc en fait, là où j'ai un peu de mal à comprendre ce que fait Simon, c'est que l'an passé, on croit qu'il part sur du rebuild, où ils vont tous ces joueurs pour récupérer des pics de draft, et puis au final, ces pics de draft, il les a vendus avant la draft pour récupérer des joueurs. Je pense qu'il a été trop rapide dans peut-être dans sa prise de décision par rapport à ses pics de draft. Après, la question aujourd'hui, c'est est-ce que lui, il a une vision globale déjà de ce qu'il veut pour son équipe? Est-ce que les joueurs qu'il a récupérés, les Booker, et cetera, est-ce qu'il va pas essayer de les trade, comme on disait un peu, comme pour Yozobi? Est-ce qu'il va pas essayer de les trade pour récupérer, des premiers tours intéressants l'an prochain et espérer rafler le Cooper Flag? Ou est-ce qu'il est bien dans sa décision d'aujourd'hui d'avoir ces joueurs «stars» entre guillemets et il compte sur le développement de ces jeunes ou sur le fait de trade des jeunes pour se renforcer avec des joueurs confirmés? C'est la question. Hmm, ouais, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que ça a été un peu précipité quand même. Parce que ce que j'ai peur, c'est que quand même si on regarde son effectif, donc les stats projetés sur cette saison, en fait on voit qu'il y a encore beaucoup de jeunes en fait. Il a vraiment beaucoup de jeunes. Euh, il a que 3 joueurs qui sont projetés dans le top 100. Donc Devin Booker, Dejounte Murray et Desmond Bane. Desmond Bane, il faut aussi qu'il joue, hein, parce que l'an passé il a presque pas joué, donc il y a des possibilités qu'il ne joue pas si ces risques de blessure reviennent. Et en fait, je pense que avoir été chercher les David Booker, les Dejounte Murray et Desmond Bane, je ne suis pas sûr que ça fasse de lui un contender. Et donc, en fait, il a un petit peu cramé ses tours de draft futurs pour jouer, on va dire, pour accélérer le processus, mais euh, je le vois pas non plus aujourd'hui dans le haut du classement. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, quand tu regardes son effectif aussi, les 3 joueurs qui sont dans le top 100, c'est 3 arrières, en fait. Tu regardes, ça te rapporte des points dans certaines catégories, en effet, mais tu es un peu dégarni, si j'ai le droit de faire cette blague. Tu es un peu dégarni sur le reste, et du coup, bah, oui, c'est à partir du moment où ton quatrième joueur est projeté 101e et où c'est, Trayce Jackson-Davis, ouais, c'est pas non plus, incroyable, quoi. Mhm. Ouais. Après, d'un autre côté, c'est vrai que les tours de draft, ça permet de renouveler son effectif. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand même, il reste très jeune, son effectif. Et au final, il est quand même dense, hein, dans son effectif. Quels sont les joueurs voilà, que tu ne te vois pas garder? Tu vois, par exemple, Booker, Murray, Bane, Jackson Par rapport Davis. par rapport à l'année prochaine, tu veux dire, sur le cut, de Non, l'an prochain? là, je pense que c'est vraiment plus sur les 3 à 5 ans. Tu vois, je pense que dans les 3 à 5 ans, Tu euh, as t'as Olinik.
Je pense qu'il fera pas partie des plans. Ouais. John Collins, il va sûrement essayer de le trade à un moment, je pense. Andrew Wiggins, ça reste un joueur solide. Alors, Wiggins, ça dépend. Ouais, ça va dépendre de sa santé mentale surtout. en Mais fait, ouais, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est quand même un joueur. En fait, c'est il un y a une pari. grosse variance. Voilà, c'est ça. Il y a un pari. C'est un peu comme Jordan Poole, tu vois. C'est un joueur que tu peux aimer avoir dans ton équipe parce que bah, il peut faire une bonne saison ou voilà, il peut en faire une mauvaise. C'est un peu un pari. Alors, T-Poole, Après, bon, c'est moyen. Tyball, Ouais, ouais. Table, c'est un peu moyen. Sharp, Euh, moi j'aime beaucoup. Sharp, il est limité, je pense, comme joueur, mais il va avoir l'occasion de se montrer un peu plus à Brooklyn. Et je pense que c'est un joueur, tu vois, qui peut tourner en sortie de banc, en 10 points, 7 rebonds, tu vois. hmm. Peut être un bon role player. Après Whitmore, ça peut devenir un sacré joueur. Marcus Nassar, moi je l'avais chez moi, mais j'y crois pas spécialement. Tillman, ça restera un role player. Et après la vraie question, c'est Jarvis Walker, en fait. Hmm. Est-ce que Walker va avoir sa chance un jour à Indiana? Est-ce qu'il va prouver qu'il mérite d'avoir été drafté aussi haut? Enfin, voilà. Donc, je te propose de passer à la section suivante. Toi, en fait, dans ton effectif, quels sont les joueurs que tu vas suivre particulièrement sur cette année? Par, par rapport à sa saison fantasy ou par rapport à moi, enfin, ce qui va me faire cliquer sur Non, non, vraiment plus d'un point de vue fantasy pour Simon. du fantasy et Kuminga. Pour moi, ce sera le joueur qui sera surveillé, son développement, l'utilisation, on espère en tout cas grandissante au sein de l'effectif des Warriors. C'est clairement le futur visage, je pense, de cette équipe, hein. Quand Steph, Draymond, et cetera, ne seront plus là, je pense que Kuminga, il a une carte à jouer pour sa progression. Et donc là, dans les stats qui sont mis par le site hashtag basketball, donc 16 points, 5 rebonds, 2,5 passes, tout En ça à 52 et 75% au tir. Ça me Euh, paraît pas déconnant, ça pourrait être même un peu plus peut-être au niveau du scoring. ouais. Moi je suis d'accord, en fait je pense que c'est sous-estimé, je pense que Kuminga, moi je le vois faire une saison top 80, top 70 personnellement. Ouais, autour des 20 points par match, Mm. 1 point, 7 rebonds, tu vois? Un truc comme ça. Ouais, je suis complètement d'accord sur Kuminga. Je rajouterais même en fait ces deux joueurs, ces deux autres joueurs de Golden State, hein. Ce serait Jackson Davis, où en fait on va voir un petit peu vraiment cette année, est-ce qu'il confirme ou pas, est-ce qu'il prend carrément même la place de Looney, euh, parce qu'il y a peut-être un coup à jouer. Podziemski, est-ce qu'il confirme aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'il a fait une déclaration comme quoi il pouvait il avait le feu vert pour prendre 10 tirs à 3 points par match, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça veut dire que Golden State compte sur lui. Donc c'est vrai que pour moi en fait, voilà, Kuminga bien sûr, mais après même les deux autres joueurs de Golden State, je pense vont être importants à suivre. Est-ce que t'as un autre joueur, je pense Il y a Cam Whitmore aussi à Houston qui peut être intéressant. Après là, 11,3 points par match. Je sais pas du tout à combien il était cette année. Mais Houston, le souci, entre guillemets, c'est pas vraiment un souci, mais c'est qu'il y a une forte concurrence quand même et c'est un effectif qui est assez dense. Est-ce qu'il va réussir à sortir du banc et s'imposer comme une vraie menace offensive? Moi, je lui souhaite. En tout cas, c'est un joueur qui a un gros potentiel offensivement. Mais est-ce que ce sera suffisant pour prétendre à jouer, enfin, à scorer autant? Je sais pas. Ouais, en fait c'est vrai que c'est très bouché à Houston. Euh, donc à Whitmore, voilà, lui c'est plus un poste 3-4, hein, mais vraiment plus un poste 3 je pense qu'un poste 4. Euh, donc c'est qui le poste 3 de Houston? Donc là à la Brooks. main il y a Fred VanVleet, ensuite Jalen Green. Poste 4 c'est Jabari Smith et poste 5 Shane Goon. Mais en Il y a poste. Dylan Brooks, mais Ouais, ouais aujourd'hui c'est Dylan Brooks. Donc c'est vrai qu'il y a un coup à jouer quand même avec Dylan Brooks. ils ont pas Euh, récupéré un allié, Houston? Ou je dis des c'est vrai qu'il y bêtises? a Amen Thompson aussi qui peut peut-être jouer. Ah, puis il y a Eason aussi, mais Eason, il commence à sortir Tari des. Eason, pour moi c'est plus un 4 hein, mon Tari Eason. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir Tari Eason. Aujourd'hui ils ont aussi récupéré voilà,
Rich Shepard aussi. En fait, c'est vraiment un effectif qui est très très bouché en fait. À Houston, ça va être compliqué. Je pense que si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien, il faudrait qu'en fait il y ait quasiment un départ de Jalen Green en fait pour libérer tous les autres joueurs de l'effectif peut-être pour faire un peu de place. Ouais, il faut en fait, à partir d'un moment où enfin, quand tu commences à récupérer trop de jeunes à potentiel, c'est un peu ce qui s'était passé à Détroit à une époque, mais avec beaucoup moins de succès. C'est compliqué de développer tout le monde Mm. et à un moment, il faut faire des choix, il faut récupérer du vétéran. Donc ils ont récupéré Van Vliet, Bah, toujours aujourd'hui ils ont Détroit, hein. récupéré Steven Adams, mais tu pas ça peut ne pas être une mauvaise idée de faire un package pour récupérer une superstar. Mhm. Ouais. Donc tu dis Cam Whitmore et puis après moi je vais rajouter peut-être un quatrième joueur aussi dans les joueurs à suivre, je dirais Dejounte Murray, hein. Dejounte Murray quand même qui est souvent top 30, qui a déjà fait même une des saisons à top 10 il me semble en fantasy. Là il va avoir un nouveau rôle à la Nouvelle-Orléans. Donc comment ça marche? Est-ce qu'il redevient un joueur élite en fantasy ou pas? Donc ça va dépendre un peu de son association avec Zion. Donc ça va être intéressant à suivre. Ouais, puis voir son adaptation avec CJ McCollum sur le backcourt, parce que McCollum, il avait pas mal de possessions aussi. Il y a Ingram qui est aussi initiateur de jeu. Est-ce que Ingram va rester? Est-ce qu'il va partir? Ça va aussi jouer sur la moyenne de passes décisives de Murray. Là, il annonce à 6,5. Je pense que ça peut monter un peu plus. Je pense qu'il peut monter allez, 8 passes D, on va dire. Et même en rebond, il en prendra un peu plus. Je pense qu'il Mhm. est un peu sous-estimé au niveau de ses moyennes. Ouais. Même au scoring, hein. Mm. Il sera au-dessus des 20 points, je pense. Mm. Au-dessus des 20 points, je suis pas sûr hein, quand même, hein. Euh, je Bah, pense que ça va être compliqué. Parce qu'il y c'est a pas quand à même, l'abri il y a quand même du monde hein, à la Nouvelle-Orléans. du monde, mais il y a quand même beaucoup de blessures aussi. Donc, à un moment donné, il va falloir Mhm. enfin, il sera amené à scorer un peu plus, je pense, par l'effet de jeu, entre guillemets, quoi. Mm. Ok. Et en ce qui concerne voilà, on va dire les clés de la saison pour Simon. Donc comme il n'a pas de pick de draft, donc déjà il y aura pas de tanking de sa part. Ça c'est sûr, il va pas chercher à peut-être affaiblir plus son équipe pour aller chercher les plus hauts picks de draft. Donc en fait quels seront les enjeux? Donc déjà suivre ces joueurs, voilà, continuer de suivre les rookies, je pense. Mm. Oui, clairement, ça va passer par là. Le développement des rookies. Essayer peut-être de récupérer du tour de draft sans trop se dépouiller. Bah, ça a pas l'air d'avoir été la stratégie suivie, hein. Je pense Ouais. que, je pense que là, voilà, en fait, je pense il aime son effectif et il se dit, voilà, je n'ai pas besoin de la draft pour les prochaines années. En Après, il a fait, pris tellement de rookies en 2024 qu'il a pas besoin, en fait. il a pris tellement d'eux. Bah, De en fait, rookies ouais, en c'est vrai, mais 2024. il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, hein, ça c'est sûr. Euh, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on a que 16 places dans notre roster, donc si t'as déjà 5 rookies, tu vas pas reprendre 5 l'année d'après, quoi. Mm. Donc le développement des rookies, euh, je pense que aussi avec le cap qu'il a, il y a des moyens de faire des trades en fait, avec Ouais. des équipes qui voudraient peut-être dégraisser ou peut-être voilà alourdir un petit peu sa masse salariale. Donc je On pense sait, que tu, on sait tu qu'il y a peux. des équipes qui seront obligées de faire des trades, hein, de toute façon, pour dégraisser. Ouais. Il y a deux, trois équipes qui sont au-dessus du cap. Éventuellement, ça peut être une porte de sortie pour eux. Parce que c'est un des seuls à qui il reste autant de cap, Simon. Le reste, on est tous un peu euh, avec les nouveaux contrats qui ont été signés, on a tous un peu moins de cap. Ouais. Un petit Julius Randle, par exemple, je dis ça comme ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Ben, il y a des joueurs qui ont toujours besoin de dégraisser un petit peu leurs effectifs. Donc c'est vrai que moi, c'est notamment ce que j'ai fait un petit peu l'intersaison là.
J'ai, je pense que j'ai perdu pas mal de trades, mais parce que je voulais surtout dégraisser. Au final, est-ce que c'est vraiment perdre un trade que de prendre des joueurs peut-être moins forts mais qui coûtent moins cher? Pas forcément. En fait, il y a aussi toute cette notion de rapport qualité-prix. Et c'est vrai que tu peux aller chercher des plus gros joueurs euh, si tu as le cap, quoi. C'est intéressant. Surtout qu'il a pas mal de joueurs qui peuvent être intéressants, comme tu le disais, euh, des Iron Sharp. Qui doivent pas voilà, je pense pas qu'ils coûtent très cher. Mathis Tiboul, il y a beaucoup de joueurs qui coûtent pas très cher qui pourraient peut-être intéresser à un moment dans l'année. Hein, on sait jamais, hein, Tiboul il est à Portland, s'il a du temps de jeu, c'est un sacré défenseur, une équipe qui a besoin de style, voilà, il peut toujours se passer des trucs. Carrément. Euh, Est-ce que tu veux compléter avec... Écoute, je pense qu'on a fait le tour hein, pour le coup. Alors, est-ce que Euh, si tout ce qu'on a dit c'est bien dans la slide là? bah, euh, ah, si. Ouais, je pense qu'on est bon. Après, ce qui pourrait être intéressant aussi avant la reprise, c'est peut-être que certains general managers aient un droit de réponse pour refaire un petit podcast, une petite vidéo voilà, pour venir défendre leur beefsteak aussi, quoi. Mhm. Ouais, bah voilà, c'est le but, hein. Après, elles sont même sur YouTube, hein, les vidéos, donc il y a des commentaires YouTube en dessous de la vidéo si jamais il y en a qui veulent Oui, aussi ou dans réagir à certaines. en général, voilà. Ouais. Je pense que Simon aura à cœur de défendre son projet. Ouais. Donc, on va passer à la dernière slide, donc sur le pronostico. Donc, la grosse conclusion, donc, que c'est pas ça en la casa. Donc, c'est moi, ouais, voilà, c'est vrai que en fait j'ai un peu de mal à suivre les différentes stratégies de Simon. Je pense que sa reconstruction était pas mal. Il avait pas mal de bons jeunes à potentiel. Il avait des bons pics de draft. Il avait le pic 1, 3 et 10 cette année. Il y avait moyen de faire des belles choses avec ces pics. Notamment au final ce qu'a récupéré Vince. Euh, Mhm. Moi je suis pas vraiment sûr. En fait c'est surtout ce trade là où je pense qu'il récupère Booker Le contre... 3, il était chez moi, le pick 3. C'était pas celui-là. Ça devait ah être bon, avec qui il a récupéré Donovan Clingan? il était chez moi à la base, le 3. C'était le pic des licornes. D'accord. Mais il y a peut-être le six ou le 8, un truc comme ça. Ouais, peut-être. Ouais, oui, je crois que c'est ça. Il avait le pick 1, le 8 ou le 7 et le 10. Donc, mais il avait 3 picks dans le top 10. Et c'est vrai Mm. que il pouvait récupérer un petit Alexandre Sarr ou d'autres jeunes, et puis après encore deux jeunes dans le top 10 qui auraient pu lui permettre de compléter un petit peu la profondeur de son effectif dans les jeunes. Euh, et moi, c'est un peu comme dans cette direction-là que je serais parti. Et là, en fait, aller chercher Booker. Alors, il a quel âge Booker? Il doit quasiment avoir 29 ans là. Booker, il a 27 ans, il a. Ah, il n'est pas encore si vieux que ça. Il est pas encore si vieux que ça. Je me posais un Il peu est la question de voilà, la timeline, mais bon, si au final dans 2 3 ans ça joue le titre et puis que Booker il est toujours dans son prime, ça peut encore le faire, hein, c'est vrai. Rien ne garantit que voilà, que les rookies qu'il aurait pris ils vont se développer et peut-être que récupérer un vrai joueur confirmé, ça peut tout à être. fait. Surtout que la draft de cette année est annoncée comme une des drafts les plus fortes, quoi. Donc, Ah oui, mais par contre ça lui peut- il a plus de pick de draft, donc non, mais avec les picks qu'il avait, donc, le premier pick de cette année, il a échangé contre Devin Booker. hmm, Je trouve Sarr, dans 2 ans, il est plus dans la ligue, tu vois, j'en sais rien. Là, tu as une certitude avec Booker, moi, quoi. Mais voilà. hmm. Et donc on passe au pronostico. Donc le pronostico au niveau du power ranking. Donc le power ranking, il voit Simon plus haut que toi et moi, Clément. Donc 15e pour le power ranking. Et puis toi comme moi, on l'a placé en 17e.
On est Euh, raccord là. je pense qu'on a été un peu, ouais, on a aussi beaucoup forcément encore l'image de la saison passée où ça a été très compliqué. Après, il y a bien un moment où ces jeunes, ils vont finir par se développer et par s'améliorer, et il va peut-être nous surprendre. Oui, tout à fait. En tout cas, on lui souhaite. On lui Mhm. souhaite. Et je pense que Simon, il va en embêter plus d'un aussi cette année. C'est comme Vince, sur certains match-up, ça va pouvoir arbitrer un petit peu. Mhm. Après, on voit là au niveau des catégories, hein, donc bon, bah, il serait deuxième au turnover. Donc ça, souvent, c'est un peu aussi gage de joueurs qui jouent pas forcément trop. Donc c'est pas forcément la stat à gagner. Par contre, au pourcentage au tir, c'est propre. Donc ça, c'est aussi notamment parce qu'il Non. a pas mal de joueurs qui tirent bien, notamment Trey Jackson Davis aussi, qui est un des meilleurs, un des joueurs avec le plus beau pourcentage. Et je crois qu'il a aussi pas mal. Vas-y, hein. Sharp, normalement, c'est pas trop dégueu. Ouais, c'est ça, Trey Jackson Davis qui était à plus 70%. Ah oui, 70, ouais. Sharp, il annonce à 56. Collins, 52. Kuminga, 52. Hmm. Ah ouais. Et après, par contre, le pourcentage de lancer franc, c'est un peu compliqué. Et le reste des stats, c'est un peu compliqué, à part les rebonds et les styles où c'est plutôt dans la moyenne basse. Donc voilà, je pense qu'il va falloir encore être patient cette année. Euh, et qui verra, verra, peut-être qu'il va nous surprendre. Ce sera peut-être ça, en fait, la grosse conclusion, c'est pas patience. Patience et mère de sûreté. Tu spoil là. Euh, ok. Bah écoute, je te propose qu'on en termine là pour Use. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un indice pour la prochaine vidéo à nous donner? Alors, l'indice long ou l'indice court, Pierrot? Euh, Bah, on peut donner les deux, hein. Alors, l'OM à jamais les premiers. Ah non, là je pense que tu t'es planté là, mon ami. C'est pas le bon Ah, indice. ah mince. Ah non, non, j'en ai un d'avance, pardon. Ah oui, oui, t'en as Excuse-moi. d'avance. Alors attends, on avait dit quoi déjà? Attends, je sais plus moi. C'était à Chartenisman. Ah oui, Benoît Père. Exactement. Donc Voilà, l'indice Benoît pour Père. la vidéo de demain, Benoît Père. Donc on vous laisse réfléchir. Allez, Allez, salut. ciao tout le monde, à demain.